Uzumaki Hinata, un personnage plutôt apprécié par la communauté des fans de Naruto. Un personnage doux, gentil, attachant, mais surtout un personnage profond. En effet, Hinata est un personnage qui raconte quelque chose et qui a une importance symbolique dans la philosophie d'une œuvre comme Naruto. Cependant, le personnage est souvent dénigré par son manque d'importance dans l'œuvre, mais surtout, elle est dénigrée par son manque de puissance. J'ai d'ailleurs déjà sorti 2 vidéos sur le personnage de Hinata, une qui la compare au personnage de Sakura, où j'en profitais pour expliquer certains problèmes avec le développement de l'élève du Godaime, et une autre où j'expliquais à quel point la relation entre Naruto et Hinata est importante et surtout à quel point elle est logique. Si vous êtes comme moi un grand fan du personnage de Hinata, je vous invite à aller voir ces vidéos après celle-ci bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais surtout me baser sur un autre aspect où Hinata est très critiquée, sa puissance. Beaucoup, et même ceux qui apprécient le personnage, pensent que Hinata est une kunoichi ordinaire, pas très forte, et que son rôle se résume à être le love interest de Naruto, une femme au foyer, bonne qu'à faire la cuisine, ou pire, j'ai même déjà entendu de certaines personnes dire que Hinata est un perso fanservice. Oui, fanservice, y a pas de blague. Je vais donc dans la première partie de la vidéo expliquer à quel point Hinata est un personnage puissant, et dans la deuxième partie, j'expliquerai en quoi le développement de Hinata est totalement cohérent et en quoi elle a bel et bien un impact important dans l'œuvre. Mais juste avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous présenter le sponsor de celle-ci, Mangekyo. Mangekyo, c'est une marque de streetwear manga qui fait des vêtements liés à des œuvres comme Naruto, Berserk, Demon Slayer ou encore MHA. Et dernièrement, ils ont commencé à faire des coques de téléphone, donc franchement voilà, c'est une bonne initiation selon moi. Et là aussi pareil, tu as des coques de plusieurs mangas différents et tout. Que ce soit leurs vêtements ou leurs coques, ce sont tous des créations originales faites par des graphistes français et c'est assez diversifié puisqu'on y trouve, comme j'ai dit, des suites comme ce suite Itachi qui est juste magnifique ou des t-shirts comme ce t-shirt Pain qui existe aussi ensuite ou ce t-shirt Madara. En termes de coque, je kiffe la coque Zenitsu là, franchement trop classe, ou encore la coque pour Uchiha Obito, mais franchement un truc de malade. Vous pouvez donc en commander en utilisant mon code promo HERO10, vous aurez une réduction de 10% sur celle-ci et moi je touche une petite commission sur vos achats et ça permet de soutenir grandement la chaîne et ses projets. Le code HERO10 est bien évidemment tout en majuscule. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux et également sur ma chaîne Twitch. Tous les liens importants sont en description. Pareil pour le Discord, donc venez, on va pouvoir un petit peu papoter. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro et aujourd'hui, on parle de la princesse au Byakugan. Naruto-kun ga daisuki dakara. Neji Nii-san ni kawatte hoshii. Neji Nii-san wa totemo tsuyoi mon. Comme beaucoup de personnages secondaires dans l'univers de Naruto, Hinata est un personnage extrêmement sous-estimé. Et j'ai beau énormément défendre Kishimoto sur plusieurs points où on l'attaque, il faut reconnaître que quoi qu'on dise, il n'est pas parfait en ce qui concerne le développement des persos féminins. Même si ce n'est pas du tout la catastrophe que les gens aiment balancer sur internet. J'ai d'ailleurs également prévu une vidéo pour parler des persos féminins de Naruto, mais je ferai ces vidéos en partenariat avec des femmes afin d'avoir quand même l'avis des personnes qui sont concernées. Du coup, on va mettre les points au clair tout de suite. Cette vidéo, elle n'est pas là pour vous dire que Hinata est plus forte que Madara ou qu'elle égale Kaguya. J'ai beau être un fan incontesté du personnage, je ne suis pas ici pour vous vendre du faux afin de mettre en avant mon personnage préféré, j'ai pas besoin de ça de toute façon. Dans ma vidéo Hinata vs Sakura, dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'expliquais que même si le débat ne portait pas sur la puissance, je ne suis même pas sûr que Sakura était à proprement parler plus forte que Hinata. Et en disant ça, j'ai eu une ribambelle de personnes qui me sont tombées dessus en me disant que j'abuse, que je suis fou, que ça part du bon sens, et même certains qui étaient d'accord avec moi sur tout le reste de ma vidéo m'ont dit que sur ce point-là, je me trompais. Bon, on va être honnête quelques minutes. Sakura est une héroïne du manga. C'est l'un des plus grands médecins du monde shinobi et qu'on l'aime ou pas, elle est extrêmement forte. Et je vais aller même plus loin. Pour moi, elle a même le niveau pour être Kage. Et dans mes souvenirs, mais ça, je ne suis pas sûr, c'est même précisé dans Sakura Hiden. Mais bon, faudra un petit peu revoir. De toutes les façons, si Chojuro a pu l'être, franchement, c'est pas Sakura qui le peut pas. Par contre, il y a certaines rumeurs qui sont fausses et que je vais essayer de démanteler ici. C'est le cas de la fameuse rumeur qui dit que Kishimoto aurait avoué que Sakura était la plus puissante kunoichi du manga. Alors j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de source officielle ni dans les databooks ni dans les interviews de Kishimoto. Donc si jamais vous avez une interview ou quoi officielle,
Peut-être que je me trompe, je n'ai pas la science infuse, donc peut-être que je me trompe, donc envoyez-la moi, même si je suis sûr et certain que c'est une fake news. La seule vraie info qui peut faire penser ça, ce sont les paroles de Hashirama au chapitre 632, où en français, il dit qu'il pense que son poing est peut-être plus fort que ceux de Tsunade. Premièrement, il faut savoir que Hashirama a sûrement connu Tsunade avant l'activation du Byakugo no Jutsu, puisque dans les souvenirs où Tsunade donne le pendentif du Shodai Anawaki, elle ne possède pas encore la marque du Byakugo, et au vu de comment les deux parlent de Hashirama, Hashirama est sûrement déjà mort à ce moment. Et puis surtout, c'est pas crédible. Sakura vient juste d'activer le Byakugo. Elle ne peut pas avoir déjà surpassé Tsunade qui la maîtrise depuis des années et qui s'est fight contre Madara Susanoo avec. Même si Sakura sera appelée à dépasser Tsunade plus tard, c'est totalement possible. C'est d'ailleurs ce que je pense, puisque ce serait dans la logique du scénario. Naruto et Sasuke ont surpassé Jiraiya et Orochimaru. Donc pour Sakura, ça doit être pareil. Normalement, c'est le scénario qui doit vouloir ça. En revanche, même si je suis de cet avis, il ne faut pas inventer des preuves qui n'en sont pas. Ça ne fera que décrédibiliser encore plus les fans du personnage de Sakura. Mais vous savez comment je procède, quand des déclarations prêtent à confusion, je vérifie tout simplement la version japonaise. Donc encore merci à Anju pour la traduction. En japonais, Hashirama dit « Nanto yu kairiki, are wa tsunai jo kamoshirenna ». En traduisant en français, dans le contexte, ça donne « Quelle force surhumaine, peut-être encore plus que Tsuna ». Vous l'aurez compris, Tsuna ici, c'est le surnom que Hashirama donne à sa petite fille. Mais le plus important, c'est qu'on remarque que comme dans la version française, Hashirama émet une possibilité. Il dit bien peut-être. Sauf qu'avec tout ce que je vous ai dit plus haut, on se rend compte que c'est impossible qu'à ce moment-là, elle ait dépassé. C'est impossible. D'ailleurs, cette phrase est sûrement là juste pour accentuer l'étonnement de Hashirama et donc pour nous montrer les progrès de Sakura qui, il faut se le dire, sont énormes. Pour revenir à Hinata, lorsque j'ai prononcé les mots, ce que je voulais surtout insinuer, c'est qu'il y a clairement match entre les deux. Même si en toute honnêteté, je pense que Sakura finira par l'emporter par rapport au scénario. Mais beaucoup de personnes voulaient me faire comprendre que Sakura écrasait complètement Hinata, ce qui est complètement faux. Bon, tenez-vous bien parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais Hinata Uzumaki est la plus puissante Hyuga qui n'ait jamais existé. Je répète pour ceux qui sont un petit peu durs d'oreille, Hinata est la plus puissante Hyuga qui n'ait jamais existé. Elle est plus forte que Hisashi, le père de Neji, elle est plus forte que Neji lui-même, elle est plus forte que son père Hiashi, et surtout, elle est beaucoup plus forte que sa petite sœur Hanabi, qui est la prochaine héritière de la Sasuke quand Hiashi prendra sa retraite. Et juste pour mettre les choses au clair, on parle bien de la Hinata adulte dans Boruto qui a 32 ans, hein, pas de la Hinata durant la guerre. Mes dires sont confirmés par Mitsuki qui fait office de narrateur dans le chapitre spécial Boruto Ruto to Boruto écrit par Masashi Kishimoto en partenariat avec Kenji Taira. Les deux ont dessiné ce chapitre, je vais mieux m'expliquer. Déjà pour tous ceux qui pensent que le nom de Kishimoto est juste associé parce que c'est son œuvre, ce n'est absolument pas le cas. Kishi supervise et valide tous les scripts, que ce soit pour les chapitres spéciaux ou pour les différents light novels comme les Shinden et les Hiden. Par contre, pour Naruto, Sasuke et Kakashi Retsuden, il semblerait que Masashi Kishimoto ait laissé beaucoup plus de liberté d'interprétation à Jun et Saka. Du coup, le canon est parfois remis en question, vu que dû à cette liberté laissée par l'auteur, certains faits semblent contredire l'œuvre de Boruto. Mais je vous avoue que je ne me suis pas encore vraiment penché en profondeur sur ce cas, donc quand c'est fait, je vous tiendrai au courant avec une vidéo ou avec un thread sur Twitter, donc venez me suivre sur Twitter. Du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que les deux ont dessiné, il faut savoir que la partie du chapitre dessinée en version normale, donc celle où Mitsuki parle, c'est Kishimoto lui-même qui l'a dessiné, donc il n'y a même pas de doute possible. Ça a même été publié dans le Weekly Shonen Jump. Et l'autre partie, qui est dessinée un peu à la Boruto SD, c'est Kenji Taira qui l'a dessiné. Mais la première partie, qui est un chapitre spécial, a été dessinée par Kishimoto. Et d'ailleurs, comme moi, j'aime pas m'appuyer sur du vent, je vous mets tous les liens en description. Et en plus de ça, je vous mets un lien vers un forum français qui répertorie tous les chapitres spéciaux de Naruto, parce que énormément de gens ne savent pas tous les chapitres spéciaux, tous les romans, etc. qui sont sortis. Donc, je vous mets un lien pour les chapitres spéciaux en description. C'est en 2017 que ce chapitre spécial, sorti en 2015, je vous rappelle, fera office de premier chapitre pour l'œuvre Boruto Saikyo Dash, abrégé en Boruto SD. Mais je le répète, à la base, c'était un chapitre spécial sorti avant. Tout ça pour dire que les dires de Mitsuki sont tout à fait authentiques.
Maintenant, même si c'est dit directement dans le manga et que c'est canon, tout fait en attendant de trouver ces dires incohérents par rapport à tout ce qui a été montré dans le manga. Je vais donc vous prouver que cette affirmation est bel et bien légitime et qu'elle n'est pas sortie de nulle part par Mitsuki. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Le principal argument, c'est tout simplement que Hinata possède le chakra de Hamura. C'est précisé et insinué dans le film et le roman Naruto The Last. C'est insinué d'abord par le chef de la branche légitime des Otsutsuki qui descend de Hamura. Il est le premier à appeler Hinata la princesse au Byakugan, qui est un titre très honorifique, même si ça ne veut pas forcément faire appel à la puissance directement, je suis d'accord. Sauf que ce même individu enchaînera en disant que seule Hinata peut détruire le Tensegan, à savoir qu'elle est la seule à posséder ce chakra. En tout cas, elle est la seule à posséder ce chakra qui veut le détruire. Ensuite, Hamura lui-même l'appellera avec le même titre. Et pour finir, tout ce que je dis c'est inutile parce que Hinata elle-même le dira à Toneri de façon claire et nette. Et pour tous ceux qui se disent que c'est le cas de tous les Hyuga, que tous les Hyuga possèdent le chakra de Hamura, ce n'est pas le cas. C'est par exemple Toneri lui-même qui expliqua à Hinata que les Hyuga descendent de Hamura, et pourtant il sera étonné qu'elle possède aussi le chakra de Hamura. Donc preuve que les deux ne vont pas de pair forcément. Et puis c'est totalement cohérent avec le reste de l'œuvre. Pour savoir que Naruto était la réincarnation de Ashura, Hagoromo dira voir le chakra de son cadet se blottir contre Naruto, preuve encore que ce n'est pas le fait d'être descendant qui te donne le chakra du fondateur, mais bien le fait d'être lié à lui d'une autre façon différente des membres de ton clan. Par exemple, Karin est une Uzumaki, elle possède donc les pouvoirs spéciaux et un chakra spécial et puissant, mais elle ne possède pas le chakra de Ashura. Madara dira d'ailleurs que Obito n'est pas capable d'éveiller le Rinnegan, et il n'est pas capable d'éveiller le Rinnegan tout simplement parce qu'il ne possède pas le chakra pur de Indra, même s'il le mélange avec le chakra du réincarnation de Ashura. Donc pareil, Toneri, Neji, Hanabi, etc. descendent tous directement de Hamura, mais ne possèdent pas le chakra de Hamura, sauf Toneri quand il est en possession du Tensegan, ça c'est une autre affaire. Si vous voulez d'autres preuves, on peut tout simplement regarder la couleur du chakra de Hinata. Le chakra est d'un naturel bleu, Jiraiya l'explique à Naruto durant son entraînement. Tous les chakras de couleurs différentes sont la marque de chakras spéciaux, que ce soit Minato et Naruto avec Kurama, ou les Uchiha avec les différents Susanoo. J'ajoute encore que dans le roman Naruto The Last, on apprend que Toneri et son père observaient déjà Hinata depuis toute petite, et son père trouvait qu'elle avait quelque chose de spécial, et c'est pour ça qu'il lui demandait s'il ne voulait pas l'épouser. Bon, après, pour cet exemple, c'est peut-être juste sa beauté physique, on peut pas vraiment savoir, mais c'est là. Bref, vous comprenez non d'où viennent ces affirmations de Mitsuki. La théorie la plus probable, selon moi en tout cas, et c'est ce qui semble montrer dans les romans et dans le film, c'est que Hinata s'éveillera au chakra de Hamura durant sa rencontre avec Hamura lui-même. Ensuite, une autre preuve des affirmations de Mitsuki se trouve dans le roman Naruto Shinden Oyako no Hi, ou en français Naruto Shinden, la journée parent-enfant. Comme vous l'avez deviné, c'est de ce roman que sont tirés les épisodes de la journée parent-enfant dans l'anime Boruto. Et comme je l'ai dit, ces épisodes ne sont pas du tout des hors-série et sont totalement canon à l'œuvre. Ils viennent tous d'un roman où Kishimoto a participé à la supervision, c'est-à-dire qu'il check et il vérifie si tout ce qui est dit dedans est cohérent. Mais l'anime a adapté quasi toutes les parties du roman, sauf la partie consacrée à Hinata, Hanabi et Hiashi. Dans ce chapitre non adapté, Hiashi, afin d'épater ses petits-enfants, cherche à accomplir une mission de rang S. En tout cas, je ne sais plus si c'était exactement une mission de rang S, mais c'était une mission dangereuse. Il ira donc harceler Shikamaru pour que ce dernier lui en donne une. Mais Hiashi, bien qu'ayant été un excellent ninja, est aujourd'hui très vieux et souffre d'ailleurs d'un mal de dos depuis plusieurs années. En temps normal, Shikamaru l'aurait renvoyé du bureau, mais Hiashi a un statut tout particulier dans le village, il ne peut pas se permettre de juste le renvoyer comme ça. Voilà pourquoi il enverra le chef du clan Hyuga sur une mission bidon dans une source d'eau chaude. Ses deux filles, craignant pour son mal de dos, le suivront. Pour l'anecdote, la source où ils se rendent est l'endroit où Naruto et Hinata ont passé leur lune de miel. C'est sûrement ce moment-là et dans cette auberge-là que Chen Xinguang, un des animateurs très importants de l'univers de Naruto que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne, a voulu représenter avec ce dessin. Bon, Hiashi finit par se rendre compte que la mission est bidon, il sera triste, etc. Bon. Les trois Hyuga décideront donc de passer la nuit dans l'auberge et Hanabi et sa grande sœur auront une discussion. Hanabi veut que Hinata et ses enfants reviennent habiter dans le domaine des Hyuga, afin d'une part de pouvoir entraîner Shimawai et Boruto au Juken, mais surtout pour que sa grande sœur adorée soit de retour. Bien évidemment, Hinata, qui est une femme mariée, refuse la proposition, et sa petite sœur, pour la forcer, lui propose un combat. Hanabi est convaincu de pouvoir l'emporter sur sa grande sœur puisque ça fait plus de 12 ans que Hinata est mère au foyer et ne va plus sur des champs de bataille et elle estime qu'elle ne s'entraîne pas. Durant le combat, Hanabi continue d'essayer de convaincre Hinata et elle finit par dire que Naruto n'est pas un mari correct puisqu'il la délaisse. Et vous connaissez la princesse au Byakugan, faut pas toucher à son Naruto. Dès que Hanabi prononça ces mots, Hinata passa aux choses sérieuses et met au tapis Hanabi en 2 temps 3 mouvements, sans pression et sans trop forcer. Et j'insiste sur le sans trop forcer. Pourtant, Hanabi fait clairement partie des meilleurs Jonin et des meilleurs ninjas de Konoha. Non seulement il a suivi un entraînement extrêmement strict aux côtés de son père, mais surtout, Boruto dira
dira lui-même que c'est une femme extrêmement forte et qui n'est pas très loin du niveau de Hiashi. Et dites-vous que Hinata l'a battue sans forcer du tout. En fait, il faut savoir que Hinata s'entraîne souvent avec Boruto au taijutsu, donc c'est pour ça qu'elle est toujours en forme. Bref, Hinata est un personnage super puissant qui a malheureusement obtenu son power-up majeur après la guerre, ce qui fait que sa véritable force a échappé à beaucoup de gens. Des personnages comme elle et Neji ont selon moi été au niveau puissance en tout cas, pas assez mis en avant par Kishi alors qu'en vrai ils ont vraiment un potentiel exceptionnel. Mais bon, d'un côté je me dis que c'est des persos secondaires donc ils avaient surtout un rôle qu'ils ont rempli à la perfection, surtout pour Neji. D'autres me parleront des databooks en m'expliquant que les stats de Hinata sont plutôt basses. Et là, du coup, on reconnaît les gens qui se sont juste contentés de lire les wikis autour de Naruto. Et je vais donc vous expliquer. Déjà, il faut savoir qu'il y a eu 4 databooks. Le premier se nomme Rin no Sho, le second Ton no Sho, le troisième Shan no Sho et enfin le dernier sorti à l'occasion de la fin du manga, le Jin no Sho. Ici, je ne prends pas en compte les mini databooks sortis comme le Shon no Sho parce que ça va pas nous intéresser. Il faut savoir que les statistiques se sont arrêtées à ma connaissance et dans mes souvenirs au Shan no Sho, donc au troisième databook. Ce databook étant sorti fin 2008, à ce moment dans le manga, on était à l'arc poursuite de Itachi, donc vers la mort de Itachi. C'est donc normal que les stats de Hinata soient assez basses à ce moment puisqu'elle ne bénéficiait pas encore de power-up et elle n'avait pas encore éveillé le chakra de Hamura et n'avait pas encore développé totalement son style Juken. D'ailleurs, je profite pour le dire, mais selon moi, beaucoup interprètent, mais vraiment interprètent très mal les databooks, prenant ceci comme échelle de puissance incontestable. Les données des databooks se basent sur 8 critères différents et le total est une moyenne ou plutôt une addition des 8 qui est fait en fonction de la prédisposition pour telle ou telle discipline. Deux personnages de niveaux assez différents peuvent se retrouver avec des totaux ex aequo ou très peu différents. Je vais donner deux exemples simples pour vous expliquer. Au moment où Itachi et Kakashi s'affrontent, Itachi est à 35.5 et Kakashi à 34.5. Il n'y a que un point de différence entre les deux et pourtant, Kakashi se prend une raclée monumentale de la part du Uchiha. Et même Tsunade se foutra de sa gueule si je me souviens bien. Deuxième exemple, le troisième databook, donc le Shan no Sho, Naruto est à 26. Pourtant, à ce moment-là, Naruto maîtrise déjà le Rasen Shuriken et le Sekshitsu Henka. Kakashi dira même que Naruto l'a peut-être dépassé. Mais malgré ça, Naruto est à 26 et Sakura aussi est à 26. Pourtant là, vous êtes d'accord avec moi, Sakura à ce moment n'a pas du tout le même niveau que Naruto. Je parle de Sakura et Naruto durant l'arc poursuite de Itachi. Dans un combat, les différentes capacités d'un shinobi sont très importantes et elles ne peuvent pas se mesurer avec les stats comme le ninjutsu, le genjutsu et même le taijutsu. Hinata a par exemple un fort niveau de contrôle du chakra, tout comme Sakura d'ailleurs. Et la maîtrise du Juho Sochiken en est la preuve, puisque cette technique nécessite de donner une forme particulière à son chakra, ce qui est déjà pas simple en soi, mais en plus cette forme est une forme complexe comme celle d'un lion. Bon, pour plus d'infos, je vous recommande de lire les différents romans dont j'ai parlé, afin de vous-même vous rendre compte de la puissance de cette magnifique femme. Mais comme je le dis, Hinata et Sakura, bien que n'étant pas du niveau de Naruto ou Sasuke, sont deux kunoichi qui sortent particulièrement du lot. 父のように強くて母のように優しいすごい忍びになりたいです。 Bon, pour cette partie, je vais pas trop m'attarder parce que j'ai prévu une vidéo entière dédiée au traitement des persos féminins dans Naruto. Et je rappelle d'ailleurs que pour cette vidéo, j'essaierai d'être accompagné de femmes afin d'avoir des avis légitimes. Donc ici, on va juste se concentrer sur le cas de Hinata. Du coup, beaucoup de gens, afin de décrédibiliser Hinata, aiment bien sortir le fameux argument « Non, mais Hinata, c'est une mère au foyer qui est juste bonne à faire la cuisine. » Et si vous dites ça, vous n'avez vraiment rien compris au personnage de Hinata. Et je trouve ça incroyable de devoir expliquer ce que je vais expliquer parce que contrairement à tous les indices sur sa puissance et tout, c'est clairement expliqué dans le manga. Hinata, c'est la fille qui est victime de sa position. Tout comme Sasuke et Obito dans une certaine mesure, elle est victime de son sang. Elle, qui est d'un naturel non porté sur le conflit, a eu la malchance de naître dans la Soke du clan Hyuga. Une famille où pour protéger les siens, on se doit d'être fort. D'ailleurs, Hanabi le dit très bien dans l'anime Boruto. À l'époque, tous ceux nés chez les Hyuga se doivent de devenir ninja et c'est comme ça. Et dedans, tu as la petite Hinata qui n'aime pas se battre et qui le fait par devoir ou par obligation. Dans l'un des Retsuden, je ne sais plus lequel, Naruto disait que si Hinata avait pu ne pas devenir ninja, elle l'aurait fait parce qu'elle a
horreur de ça, elle a horreur de se battre. Et justement, ce fait contraste avec son cousin Niji, qui lui est naturellement porté sur le conflit, mais qui est aussi victime de son sang parce que sur des choix totalement arbitraires, il est né dans la Bunke, c'est-à-dire la branche secondaire, et ne pourra jamais prétendre au trône. Lorsqu'il se rendit compte du paradoxe absurde, Hiashi trouvera ça triste et c'est sûrement l'une des raisons qui le poussera à abolir les privilèges de la Shoke et à changer le clan. Il remerciera d'ailleurs Naruto car c'est grâce à lui qu'il a pu se rendre compte de ses erreurs. Le personnage de Hiashi, malgré son très faible nombre d'apparitions, est super intéressant à analyser. Cet homme qui, derrière l'historique qu'il montre devant ses petits-enfants, est un homme rongé par la culpabilité et surtout rongé par son passé, regrettant de ne pas avoir agi plus tôt. Je l'ai dit dans ma vidéo sur la fin de Naruto, d'ailleurs allez la voir, mais la relation Naruto-Hyuga est très intéressante et raconte vraiment quelque chose. Pour revenir à Hinata, vu son caractère, c'est totalement logique qu'une fois après avoir accompli son devoir, que sa nature reprenne le dessus. Et puis d'ailleurs, malgré sa personnalité, elle ne rechignera jamais à accomplir son devoir de shinobi, en tout cas depuis qu'elle est Chunin. Elle ira 2 fronts durant la guerre et elle faisait avec Neji partie de la 2e division qui était la division de combat à courte portée, donc l'une des divisions les plus exposées. Et puis pour ceux qui pensent qu'il y a juste le love interest de Naruto, bon. Déjà une partie de son développement liée au Hyuga, donc le paradoxe avec Neji, les conflits avec son père, tout ça, tout ce que j'ai expliqué là, c'est totalement indépendant de Naruto. Hinata, c'est la fille faible qui est devenue une femme forte, mais à sa façon et avec ses principes, et pas la chef autoritaire que son père voulait qu'elle devienne. Même si pour cette partie, c'est vrai que c'est Naruto qui l'a inspiré dans son aventure. Et d'ailleurs oui, c'est vrai que l'autre partie de son développement tourne autour du personnage de Naruto, et l'impact qu'elle aura sur l'œuvre sera surtout un impact sur Naruto. Sauf que c'est le cas de beaucoup de personnages de l'œuvre. Prenons Naruto par exemple. Son évolution et sa façon de faire les choses sera très dépendante de Sasuke. C'est en fonction des actions de Sasuke qu'il prendra beaucoup de décisions. Quand il part s'entraîner avec Jiraiya, c'est en grande partie influencé par Sasuke. Quand il apprend le Rasen Shuriken, c'est aussi une réponse au progrès de Sasuke. Encore un exemple. Quel est le plus grand impact que Jiraiya a eu sur l'œuvre? Le plus grand impact qu'il a eu, en tout cas le plus important pour le scénario, je parle, c'est ce qu'il a su transmettre à Naruto. Que ce soit les jutsu, mais surtout la philosophie, la volonté du feu, c'est ça le plus important dans le scénario. Même s'il est mort, son héritage, lui, continue à vivre dans Naruto et c'est ça qui permet au blondinet d'aller de l'avant. Idem pour Nagato. Le plus important dans le scénario, c'est l'impact qu'il a eu sur Naruto et pas le fait qu'il ait détruit Konoha par exemple. D'ailleurs, Naruto lui en est très reconnaissant puisque c'est lui qui lui a appris ce qu'est la vraie souffrance et c'est cette vraie souffrance qui aidera Naruto à apporter la véritable paix. D'ailleurs, le comportement de Naruto changera radicalement après son combat contre Nagato puisqu'il ne cherchera plus jamais à régler ses problèmes par la violence, mais il préférera se sacrifier et sacrifier son honneur. Voilà pourquoi il laissera Karui le rouer de coups par exemple, ou voilà pourquoi il ira se prosterner devant Ei. Et du coup, Hinata, bien qu'étant apparu très peu, a eu cet impact scénaristique sur Naruto. Déjà avant son combat contre Neji, Naruto doute énormément et c'est Hinata qui lui permet de reprendre confiance en lui. Contre Pain, Naruto est sur le point de se faire enlever et c'est Hinata qui permet que cela n'arrive pas. Et surtout, lors de la mort de Neji, Naruto était prêt à craquer. Obito le mettait en face de ses incompétences. Et là encore, Hinata surmontera son propre chagrin lié à la perte de celui qu'elle considérait comme son grand frère afin de se faire ressaisir Naruto. Parce que comme elle l'a dit, et comme le dira Neji, sa vie englobe beaucoup d'autres vies. Tout comme Naruto lui a permis de sortir de sa solitude, elle aidera Naruto à se ressaisir à plusieurs reprises. Naruto et Hinata ont passé leur temps à se tirer l'un l'autre vers le haut. La relation entre les deux est tellement logique et cohérente, et j'en ai déjà d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez aller voir. Alors oui, c'est bien évidemment pas aussi important que l'impact qu'a eu Jiraiya ou Nagato sur Naruto, mais ça reste des moments clés très importants pour le scénario. Et pour finir, je vais juste vous dire un truc. Moi, j'ai vécu une grande partie de ma vie en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, et depuis quelques années, je vis au Canada, donc en Occident. Donc j'aimerais faire comprendre un truc. Il faut arrêter de vouloir imposer les principes occidentaux aux gens qui n'ont pas la même culture que vous. Pour une certaine raison liée à l'histoire du féminisme en Occident, être femme au foyer, c'est assez mal vu. Sauf que pour moi, le plus important, c'est qu'une personne, quelle qu'elle soit, dont une femme, soit libre de choisir la voie qui lui fait envie. C'est vraiment ce qui pour moi est primordial. Hinata a fait ce choix et c'est logique avec son comportement et sa personnalité comme j'ai déjà expliqué à maintes reprises dans cette vidéo. Et puis s'il vous plaît, arrêtez de faire croire que toutes les femmes de Naruto sont mères au foyer parce que c'est totalement faux.
Ino est en charge de toute la sécurité du village, en plus de devoir décoder les informations récupérées aux côtés de son mari Sai. Sans elle, Konoha ne pourrait jamais fonctionner. C'est elle par exemple qui repérera Delta lorsqu'elle s'infiltrera dans le village. Elle est certes pas super puissante en termes de combat, mais a un rôle primordial. Dans Sakura Hiden, on apprend que Sakura, après la guerre, a créé une structure pour accueillir les enfants traumatisés de la guerre. Elle est reconnue dans le monde entier comme un des médecins les plus compétents de l'histoire et elle est respectée par tout le corps médical. Bon, Tenten elle est toujours inutile, mais elle n'est pas au foyer et elle participera à l'élaboration des épreuves de l'examen Chunin. Quant à Temari, dans Konoha Shinden Steam Ninja Scroll, on apprend que ça a été le maître de Mirai et que c'est elle qui lui a par exemple appris le futon. Bref, un tout petit conseil, quand vous lisez une œuvre, essayez d'ouvrir les yeux, je vous assure que ça aide. Non mais franchement, ça aide. Bon après, Kishi a des problèmes avec le développement des personnages féminins, c'est indéniable. Mais il ne faut pas abuser, c'est très loin de la catastrophe vendue par beaucoup de soi-disant connaisseurs de Naruto. Connaisseurs qui à mon avis ont juste lu l'œuvre une fois sans chercher tout le temps le fond. Comme je l'ai beaucoup répété, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur la fin de Naruto où j'explique pourquoi est-ce que cette fin est totalement logique et pourquoi est-ce que cette fin c'est pas une fin aussi catastrophique comme on peut voir sur tous les réseaux sociaux, etc. Je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle a beau être longue mais elle m'a pris beaucoup de temps à faire, donc elle est longue c'est vrai, mais juste allez regarder 10 ou 15 minutes et je suis sûr que vous tiendrez jusqu'à la fin, j'en suis presque sûr. Alors pour ceux qui me connaissent, vous m'avez vu un petit peu énervé, taquin sur la fin de la vidéo et en fait c'est tout simplement parce que j'en ai marre. J'en ai marre parce que sur certains réseaux sociaux, de la part de certaines personnes, on entend beaucoup de choses sur Naruto et il y a des choses qui sont vraies, c'est vrai, il y a plein de défauts à Naruto, hein. Je suis le premier à les relever quand c'est nécessaire. Cependant, on a plus l'impression que les gens font les moutons, par exemple les gens qui vont dire que Sakura est un personnage inutile, alors que en fait ces gens-là me forcent à défendre des personnages comme Sakura et Sasuke que je n'aime pas. Voilà, Sasuke je ne l'aime pas et Sakura je trouve que son développement est mauvais. Mais comme les gens abusent et les gens racontent n'importe quoi sur ces personnages-là, je suis obligé, en tant que fan de l'œuvre et en tant que fan honnête, je suis obligé de les recadrer. Donc ça me saoule. Et ça me saoule parce que les gens ne font que répéter ce qu'ils entendent par-ci par-là sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok, alors que beaucoup de gens n'ont pas regardé, c'est même pas qu'ils n'ont pas compris l'œuvre, c'est qu'ils n'ont pas regardé, il y a des trucs qu'ils n'ont pas vu, les gens n'ont pas lu les romans, voilà par exemple là j'ai le roman de Sakura, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne l'avez pas lu, alors que c'est des trucs importants pour comprendre toute la complexité de l'œuvre, on n'est pas obligé, je dis pas que si on les a pas fait, on peut pas faire de vidéos sur Naruto, ou on peut pas lire, ou on peut pas parler, ou on n'est pas fan de Naruto, bien sûr que non, je dis juste que en fait quand vous dépâtez, quand on vous explique en fait, il faut accepter de comprendre que oui, peut-être qu'il y a des trucs qui m'ont manqué dans l'œuvre, peut-être qu'il y a des trucs que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des trucs qu'on m'a dit et qui sont, voilà, par exemple dans ma vidéo sur la fin de Naruto, si vous allez la voir, vous comprendrez pourquoi est-ce que le délire de réincarnation n'est pas du tout un problème et pourquoi c'est totalement logique que ce soit comme ça. Et surtout quand ça touche à Hinata, j'avoue que je me sens un petit peu touché parce que c'est vraiment un perso, je suis pas juste fanboy de ce perso, bon, vous voyez les trucs derrière, hein. Je suis pas juste fanboy du perso, c'est vraiment ce que raconte le perso qui m'intéresse au fond. C'est pas juste que voilà, voilà, elle est jolie, etc. Non, c'est vraiment ce que raconte le perso. Et du coup, quand on raconte de la merde sur ce perso, ça me fait mal. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vous invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, sur le Discord, sur tout en fait, le Discord, la chaîne Twitch, Twitter et Instagram. Venez Twitter et Instagram, ça fait un moment que j'ai pas bien pub ça. Et prenez soin de vous, portez-vous bien, c'était Hiro.